Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors comme vous l'avez pu le remarquer, hein, on a changé le nom de la chaîne qui désormais se nomme la chaîne Géopolitique. Donc vous pouvez retrouver les vidéos que je poste sous le nom de cette chaîne. J'invite toute personne qui est intéressée par ces vidéos à s'abonner à la chaîne. C'est absolument gratuit. Vous recevez simplement une notification à chaque vidéo que je publie. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de tous les abonnés de cette chaîne et de toute personne qui suit un petit peu mes vidéos, du fait que je n'ai pas publié de vidéos au cours des dernières semaines, pour la simple et bonne raison que si vous avez un peu remarqué l'actualité est très pauvre en événements géopolitiques. On ne parle que de cette crise sanitaire. Et donc, cela a eu pour cause non négligeable de geler tous les conflits actuels dans le monde. Si vous regardez bien, on ne parle plus, il n'y a plus de guerre en Syrie actuellement. Là, il faut savoir que le régime syrien a même démobilisé l'armée syrienne du fait que il y a un début d'épidémie en Syrie et donc le président Assad a donc décidé, pour prévenir une contamination de l'armée syrienne, de démobiliser l'armée. Donc cela signifie en clair que le conflit syrien est pour le moment gelé. Il faut rester encore prudent sur de possibles reprises d'hostilité en Syrie, mais pour le moment, le conflit semble pour l'instant gelé en raison d'un début d'épidémie en Syrie. D'ailleurs, une personne est morte aujourd'hui. Si vous regardez bien également la partie yéménite, euh, sur la partie Houthi, il n'y a pas de bombardement de l'armée saoudienne et émirati. Et il y avait jusqu'à encore ce matin aucun tir vers le territoire saoudien. Il y a eu 2 tirs de missiles qui ont été tirés ce matin. Est-ce que cela va rompre la paix qui avait été un petit peu le cessez-le-feu de facto qui avait été établi entre les Houthis et l'Arabie Saoudite du fait justement encore une fois de cette épidémie? Cela reste à voir. En tout cas, le gouvernement saoudien, qui est probablement le gouvernement qui prend les mesures les plus radicales, les plus draconiennes pour contrer la propagation du virus, et donc un petit peu, si vous voulez, obligé, contraint financièrement d'arrêter cette guerre, du fait que l'économie saoudienne est en chute libre et les recettes sont également en chute libre, aussi bien pétrolières que non pétrolières. Et donc cela, si vous voulez, conduit à arrêter les hostilités. Également, si vous regardez bien, gel du conflit israélo-palestinien également. Du côté de l'Iran également, on a l'impression que le régime est désormais recroquevillé sur les problèmes intérieurs. Il faut savoir que l'Iran est l'un des pays les plus touchés par le virus et donc il est désormais, on a pu apprendre qu'il utilise 20% des ressources budgétaires pour justement contrer et éradiquer le virus. Et donc, cela oblige à moyens exceptionnels, situation exceptionnelle. Et donc, le gouvernement iranien se trouve contraint, donc, si vous voulez, à ne plus utiliser ces deniers pour mener des opérations extérieures en Syrie, au Yémen ou en Irak. Le seul peut-être endroit où pour l'instant le conflit n'est pas encore totalement gelé, c'est en Irak. On a vu la semaine dernière que 3 soldats ont été tués sur une base près de Bagdad, à Taji. Et donc on voit très bien qu'encore les milices chiites continuent de continuer leur conflit contre la présence de soldats américains et autres sur le territoire irakien. Et d'ailleurs, ceci peut-être même pousser les États-Unis et les autres pays à retirer leurs soldats d'Irak. On a vu, je crois, si je ne me trompe pas, certains pays déjà commencer à retirer leurs troupes d'Irak, du fait que l'Irak est aussi touché par l'épidémie, et donc les pays sont très inquiets qu'une contamination pourrait toucher leurs soldats. Euh, et donc, en quelque sorte, si vous voulez, ces milices en profitent pour lancer des roquettes, mais tout de même, on voit une baisse d'intensité très notable de cette guerre menée par les milices chiites contre les troupes étrangères, malgré la mort de 3, encore une fois, soldats étrangers. Mais le seul endroit où on voit une sorte de recrudescence d'une possible
si j'allais dire, guerre géopolitique, malgré le virus, c'est le Venezuela. Il semblerait que les États-Unis n'ont pas renoncé, si vous voulez, à mener leur guerre, si j'allais dire, leur guerre économique et politique contre le pouvoir vénézuélien. Il faut savoir hein, que la justice américaine cette semaine a donc accusé le président Maduro et également un certain nombre de militaires de haut rang, anciens ou actuels, de narcotrafic. Hein. On a tout simplement, par exemple, accusé une quinzaine de dirigeants vénézuéliens, dont le président Maduro, de narcoterrorisme, pas moins que cela. Et donc cela signifie que désormais, tout État, selon en tout cas pour la justice américaine, devra donc extrader toutes ces personnes. Hein. Le but est évidemment de diviser le pouvoir vénézuélien. Si vous voulez, les sanctions qui ont été prises contre le Venezuela depuis environ plus d'un an n'ont pas porté leurs fruits. Hein. On voit qu'au contraire, le président, en tout cas reconnu par une partie de la communauté internationale, à savoir Juan Guaido, n'a absolument pas réussi à, à contrôler le Venezuela. Bien au contraire, depuis son autoproclamation comme président le 21 janvier 2019, il est de plus en plus marginalisé. Et au contraire, on voit que, au contraire, l'administration Maduro a raffermi de plus en plus son pouvoir. Et donc, les États-Unis, j'allais dire, ont frappé désormais un grand coup, en accusant donc l'administration Maduro de terrorisme et en offrant une récompense de 15 millions de dollars à toute personne qui pourrait obtenir la capture de toutes les personnes donc inculpées par la justice américaine. Alors, est-ce que désormais, cette inculpation pourrait, cette fois, avoir beaucoup plus d'effet que les sanctions qui ont été prises depuis un an? Ceci reste à voir. Ceci est pas non plus démontré, car il est possible qu'au contraire, ces accusations puissent renforcer l'union sacrée au sein de l'administration Maduro. Par contre, ce qu'on peut noter et qui là porte leurs fruits, c'est que les sanctions économiques, elles, semblent bien porter leurs fruits. Alors, il faut savoir hein, que le mois dernier, le Trésor américain a placé 2 sociétés russes sous sanctions américaines, puisque ces sociétés russes, en fait, servaient, si vous voulez, de sociétés tampons pour permettre, en fait, à la PDVSA, hein, donc à la Petróleos de Venezuela, la société d'État vénézuélienne qui exporte le pétrole vénézuélien, de pouvoir continuer à vendre le pétrole vénézuélien malgré les sanctions américaines. Et c'est ce qui explique, en fait, si vous voulez, que le Venezuela a pu, en fait, paradoxalement, depuis un an, malgré les sanctions américaines qui l'ont frappé, au contraire, engranger plus de revenus financiers, puisqu'ils ont retrouvé en la personne de ces deux personnes morales, qui sont donc, je vais vous les citer, qui étaient TNK, Rosneft Trading et TNK, qui sont donc ces 2 sociétés russes qui servaient d'écran, hein, qui sont enregistrées à Genève, et qui, en quelque sorte, et délivraient en leur nom le pétrole vénézuélien extrait par la PDVSA. Alors face à cette situation, le Trésor américain a sanctionné ces 2 entreprises le mois dernier, et donc désormais les clients traditionnels de ces 2 entreprises, de Rosneft TNK, Trading et de TNK, ont décidé de ne plus acheter ce pétrole. Et donc face à cette impasse économique, ces 2 sociétés ont décidé donc de vendre leurs biens au Venezuela, les infrastructures qu'elles possédaient au Venezuela, toutes les puits qu'elles possédaient, à donc un autre acheteur qui est également russe. Et là, on n'a pas plus d'informations à ce stade. Hein, les deux sociétés ayant refusé de révéler l'acheteur. Toutefois, il est fort à parier qu'il s'agit en réalité de l'État russe lui-même qui a probablement acheté. Et donc cela signifierait que désormais, c'est l'État russe directement qui est sanctionné du fait de cet rachat à Rosneft. Et donc là, on voit directement hein, les conséquences géopolitiques
de ces sanctions américaines économiques envers le Venezuela, puisque désormais les sanctions vont frapper directement l'État russe qui a racheté donc la part de Rosneft. Et donc on voit très très bien ce qui est en train de se dessiner depuis plusieurs semaines, c'est une guerre par le biais en fait du pétrole entre les États-Unis et la Russie. Je vous avais parlé lors de mes dernières vidéos que la Russie avait refusé de signer un accord avec les membres de l'OPEP. Et ceci avait donc conduit à un effondrement des prix du pétrole. Et beaucoup soupçonnent en fait la Russie de vouloir mettre à mal les prix du pétrole afin de provoquer si vous voulez, une crise financière en fait aux États-Unis par le biais d'une mise en faillite, si vous voulez, de toutes ces sociétés produisant du pétrole de schiste. Et donc, ceci par le biais d'une augmentation de la production, par le biais d'une collusion tout simplement entre l'Arabie Saoudite et la Russie, les deux s'entendant pour augmenter leur production. Et donc, on voit très bien la Russie augmenter sa production de 12 à 13 millions, l'Arabie Saoudite de 8 à 13 millions. Et donc, désormais, en sanctionnant donc la Russie directement pour son achat d'infrastructures vénézuéliennes, ceci ne fait qu'attiser, si vous voulez, cette guerre du pétrole. En effet, la Russie tente par tous les moyens de maintenir le régime, l'administration Maduro au pouvoir au Venezuela. Et désormais, cette guerre du pétrole, c'est une guerre en quelque sorte qui est une guerre totale dans le sens où, en quelque sorte, pour la Russie, c'est une situation où soit elle gagne en mettant à genoux les sociétés américaines de pétrole, ou soit elle perd du fait que c'est elle qui se retrouvera à genoux financièrement. Le président Poutine en est parfaitement conscient de cette situation, mais je pense qu'il se sent suffisamment confiant dans cette situation pour comprendre que le choc de la demande pétrolière est tel qu'il est obligé de créer, si vous voulez, cette guerre pétrolière pour mettre à genoux les États-Unis et en quelque sorte raviver le nationalisme russe anti-américain qui a encore cours en Russie, il faut bien le dire. Et donc voilà, ça c'est encore, en tout cas, ceci est encore présent dans l'actualité géopolitique, cette rivalité des États-Unis et de la Russie. Elle n'a pas disparu malgré, si vous voulez, la propagation du virus et pourrait même l'attiser avec sur fond de crise économique mondiale.